Bonjour à tous, vous êtes sur CGTN France et bienvenue dans cette émission spéciale. Le président américain Donald Trump est arrivé hier à Beijing pour sa première visite d'État en Chine. Il s'agit de sa première tournée de 12 jours en Asie dans 5 pays, à savoir le Japon, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam et les Philippines. C'est le séjour le plus long d'un président américain sur ce continent depuis 1991. Aujourd'hui, il est reçu par le président chinois Xi Jinping au Grand Palais du Peuple à Beijing. Un moment historique observé par le monde entier. Les chefs des deux plus grandes puissances se rencontrent pour échanger des points de vue approfondis sur les relations sino-américaines et sur les grandes questions régionales et internationales. Aujourd'hui, pour mieux comprendre les relations sino-américaines et les défis auxquels les deux grandes économies du monde feront face, sur le plateau, nous avons avec nous Monsieur Xu Tieping, professeur à l'Université de communication de Chine. Bonjour monsieur. Bonjour. Le président chinois Xi Jinping a organisé jeudi matin une grande cérémonie pour accueillir son homologue américain Donald Trump sur la place, séduit à l'extérieur de la porte est du Grand Palais du Peuple à Beijing. Rappelons un aperçu de la cérémonie d'accueil. Le président américain Donald Trump est arrivé à Beijing pour une visite d'État de 3 jours. C'est sa première visite dans ce pays depuis qu'il a pris ses fonctions en janvier. C'est aussi le premier chef d'État à visiter la Chine depuis le 19e congrès national du PCC qui s'est conclu en octobre. Le président chinois Xi Jinping et les autres responsables du gouvernement ont prévu une réception spéciale pour M. Trump. Le tapis rouge a été déroulé pour la première visite d'État de Donald Trump en Chine. Le conseiller d'État chinois Yang Jiechi l'a reçu pour montrer le grand intérêt porté au président américain. Ce dernier est accompagné de la plus forte délégation d'affaires de l'histoire, en partie pour tenter de réduire le déficit commercial qu'entretiennent les États-Unis avec la Chine. La première étape de Donald Trump, la cité interdite, en compagnie du président Xi Jinping. Les deux premières dames, Peng Liyuan et Melania Trump, étaient aussi présentes. La civilisation chinoise est vieille de plusieurs millénaires. Nous sommes tous des descendants du dragon. C'est la première fois que le président chinois et un chef d'État étranger visitent le musée du palais ensemble depuis qu'il a été fondé il y a 92 ans. La petite fille de Donald Trump, Arabella, n'était pas là en personne, mais elle a chanté des chansons chinoises et le traditionnel Sanzhezing via Internet. Elle a été saluée par le président Xi qui lui a donné un A+ pour son niveau de chinois. Le président Xi a déclaré qu'Arabella était déjà une star pour le peuple chinois. Il a dit son espoir de la voir venir en Chine un jour. Les responsables disent que ce type d'arrangement additionnel, en plus des banquets et des discussions formelles, montre plus que l'hospitalité chinoise.
Avec les arrangements spéciaux pour Trump, nous espérons que les deux dirigeants auront des occasions informelles pour échanger pleinement leurs points de vue. Un repas de la cuisine royale chinoise a été servi à la table des négociations. Ce sont vraiment des arrangements spéciaux pour Monsieur Trump et sa famille. Monsieur Xu, qu'est-ce que vous en pensez de ce programme de visite culturelle très exceptionnel? Ça me fait d'abord, je pense qu'il y a un mot qui s'appelle premium. Finalement, c'est-à-dire dans la visite d'État, bien sûr, il y a un traitement, un accueil, disons toujours à la hauteur. Mais en tout temps, on peut arranger d'autres, disons, exécutions, disons, exclusions, disons, de sorties, disons, culturelles. Dans les cas, par exemple, le camp Xi Jinping aux États-Unis, c'est le domaine. C'est le domaine, le ferme personnel de Trump, où il a reçu bien le président Xi. Et que par contre, aujourd'hui, la réciprocité oblige, on lui a arrangé, disons, une visite à des palais, un palais impérial. L'important, c'est pas montrer, disons, la vie de l'empereur, mais c'était surtout, je pense que c'est important, c'est la valeur véhiculée, circulée, inscrite dans cet édifice, c'est-à-dire la grande harmonie. Et harmonie, ici, c'est pas une leçon à donner, c'est finalement une manifestation de l'attitude culturelle de la Chine vis-à-vis des États-Unis et le reste du monde. Enfin, moi je pense aussi important, c'est que peu de presse en parlait, mais c'est quelque chose assez, disons, sinon pas très rare, mais en progression. C'est qu'aujourd'hui, l'épouse pourrait jouer un rôle dans la diplomatie aussi. Bien sûr, par exemple, Mélanie, c'est-à-dire l'épouse de Trump, était top modèle, et une certaine style très chic, très élégante. Et tandis que si on voit par exemple l'épouse de Xi Jinping, Madame Peng Liyuan, c'était une chanteuse très très connue. Et disons, elle a aussi des sorties, des visites internationales, et une certaine lapitude de, disons, échange, de changement, de change de mots, de style avec le reste, avec les visiteurs étrangers. C'est quelque chose de pas très courant chez nous. Donc là, ça aide à créer une atmosphère pour faciliter la meilleure compréhension entre les top dirigeants mutuels. C'est vrai que tout à l'heure, on a eu une sorte d'intimité pendant la rencontre des deux dirigeants, ce qui est rare, comme vous avez dit. Lorsque le président Trump a montré la vidéo de sa petite fille au président chinois Xi Jinping, c'est vrai que ça montre une intimité qui est rare entre les deux chefs d'État. Avant de parler des enjeux politiques et économiques entre les deux pays, on ne peut pas parler du président américain sans s'arrêter sur le style Trump, parce que Donald Trump est une personnalité sorte de l'ordinaire qui ne répond pas du tout au code politique traditionnel que les États-Unis ont l'habitude de pratiquer dans le passé. Durant sa campagne présidentielle, il y avait même une partie de la population américaine ont manifesté contre sa candidature. Mais maintenant, 11 mois après sa prise de fonction, où en est-on et comment il est vu maintenant par les Américains? Je pense qu'aux États-Unis, la divergence, une certaine opposition entre appréciateurs et un peu des gens qui veulent traquer, qui n'aiment pas tellement, ça reste le même. On sait que dans la campagne présidentielle, et après un certain moment, après c'est-à-dire les critiques, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt de style communicateur, qui manque de vision, qui a un style un peu businessman, pas très, disons, classique, qui correspond à une certaine code de conduite. Ce sont surtout des critiques adressées, disons, manifestées par des élites classiques. En même temps, on observait un autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est une société, disons, en déchirure ou plutôt en divisée. Il y a chacun a un certain camp de supporters un peu fixe. Trump représente plutôt comme des blancs, des classes moyennes, décadentes, des gens, disons, qui se considéraient comme des victimes de la mondialisation, qui ne sont pas de top riches, bien que Trump, finalement, c'est quelqu'un milliardaire aussi. Et d'autres, je dirais, c'était plutôt sur la question, disons, de générationnelle. Disons,
Comme chez nous, si on voit par exemple des gens, disons, plus âgés, n'apprécient pas tellement une certaine style comme ça, pas si écouter son entourage, toujours une certaine très pompe ponctuelle à son coup et moins, disons, très personnalisée. Tandis que, disons, des jeunes, peut-être aujourd'hui, des gens, disons, beaucoup plus jeunes, au moins, sinon partonnés, mais au moins acceptent mieux, avec moins de rencontres, ce type de style de gouvernance. C'est vrai que les Américains n'ont pas l'habitude de voir ce genre de candidature pour être le président. Non seulement pour les Américains, mais aussi les Chinois. Par contre, en Chine, Donald Trump est relativement populaire, malgré sa rhétorique un peu provocante envers la Chine, mais il est quand même apprécié par une grande partie des Chinois. Comment on peut expliquer ça? C'est-à-dire que si on voit une certaine déidéologisation, l'effet déidéologisation, disons des gens, disons un peu classiques comme nous, comme moi, on appréciait la position, l'attitude envers quel dossier, le principe, les valeurs. Ça, disons, constitue des critères d'appréciation sur les leaders politiques. Tandis que l'autre a dit non, c'est pas si important. L'important, si on voit, n'est-ce pas, il est franc, il est direct et il n'y a pas trop de décoration. C'est-à-dire, il pense et il dit. Peut-être que ce serait mieux pour faire des affaires. D'ailleurs, je dirais qu'il manque d'expérience politique, mais peut-être il est moins prisonnier d'une certaine contrainte politicienne, si vous voulez, et que, alors là, il est plus facile de faire quelque chose hors, disons, des contraintes de principe, de faire quelque chose peut-être avec d'autres pays. Par exemple, nous savons aussi, surtout depuis la réforme, qu'on dit pragmatisme, c'est-à-dire adapter, mieux examiner la situation et prendre des mesures concrètes. Et là, peut-être sur ce point-là, il y a certaines façons qui se conjoignent, qui se rejoignent. Dans ce cas-là, peut-être ça facilite une certaine deal, si vous voulez, entre Chine et les États-Unis. C'est vrai qu'en tant qu'ancien homme d'affaires, il va peut-être ramener des qualités que les anciens politiciens n'ont pas avant. Et je pense que la population chinoise aussi, il admire surtout pour ses succès dans les affaires, il admire comme un modèle de réussite plus qu'un politicien. Et tout de même, je vais ajouter ça simplement très très vite un certain mot. Finalement, ce n'est pas une personne qui puisse les citer. Finalement, c'est l'entourage, c'est l'état-major qui, disons, l'ensemble ont fait la décision, disons, fondamentale. Et passons maintenant aux choses plus sérieuses. Parlons maintenant des objectifs de ce voyage du président américain. Pour M. Trump, ce déplacement intervient dans un climat de forte tension avec la RPDC, République populaire démocratique du Corée. La crise nucléaire devrait être la première préoccupation du président Trump pendant ce voyage. D'ailleurs, c'était le sujet clé pendant ses visites au Japon et en Corée du Sud. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il attend de la part de la Chine? Je pense d'abord, c'est que jusqu'à maintenant, il y a une certaine stagnation, voire aggravation de la situation du dossier nucléaire de la Corée du Nord. Et que nous avons, de notre côté, organisé dans les passés les pourparlers, la négociation assise, qui n'a pas rapporté résultats concrets. Et maintenant, on entend deux types d'accusations ou de critiques. Les États-Unis pensent que c'est la provocation de Pyongyang, de la Corée du Nord, et qu'ils souhaitent que notre pays fait plus de sanctions et de pression. Et que nous observons aussi cette impasse du dossier en pensant que les États-Unis, il y a aussi une certaine responsabilité dans les faits que depuis la visite de Kratz et depuis, disons, les contacts et la visite des top dirigeants américains en Corée, et que Washington n'a pas suffisamment tenu ses promesses, surtout autour de 2006-2008, quand par exemple la Corée du Sud surgèle ses programmes nucléaires
les États-Unis n'ont pas, je dirais, disons, réalisé sa promesse d'assistance technique. Et finalement, ça renforce cette feeling, si vous voulez, que la Corée du Sud pense qu'on est isolé, on n'est pas en sécurité. Seul moyen à tout, c'est nucléaire. C'est faux, mais c'est quelque chose qu'on doit les penser. Aujourd'hui, quand on pense la stabilité, quand on pense pour éviter escalade de conflits, pour surgeler le dossier, disons, le programme nucléaire de la Corée du Nord, et pas seulement, je dirais, par la sanction et la pression, qui sont inévitables, mais tout de même en pensant donner un certain arrangement ou des garanties pour la sécurité. Et sur ce point-là, je pense que les Américains pourraient faire quelque chose, disons, utile dans ce domaine. Et à ce propos, la Chine a toujours exprimé sa ferme opposition face au programme du nucléaire de la RPTC, et a utilisé tous les moyens politiques afin de mettre fin à la crise. Mais avec la guerre des mots entre Washington et Pyongyang, ça va devenir beaucoup plus compliqué à diminuer le conflit. Les États-Unis ne peuvent pas non plus compter seulement sur les aides, la coopération des autres pays, mais je pense que les efforts des États-Unis et de la part de la RPTC, c'est le plus important. Encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui sont des fétichismes sur la sanction et la pression. Je pense par exemple plus un pouvoir ou un régime ou un État s'internationalise et plus ce type de mesure serait efficace. En revanche, si un pays, plutôt son modèle économique est fondé sur autarcie, souvent des actions internationales sont des choses plutôt symboliques. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut repenser non seulement le dossier nucléaire, mais la raison profonde, c'est-à-dire la préoccupation sécuritaire de tous les pays, y compris de la Corée du Nord. Si on comprend cela, je dirais probablement les contacts, la manière et faire la négociation pourrait, je dirais, aboutir à un accord de sécurité. Par exemple, longtemps, certains pays accusent l'Iran. Et finalement, par, disons, les 6 pays participants et d'Iran, finalement, on a arrangé, je dirais, un accord accepté par tous, l'accord, disons, l'accord sur une utilisation civile nucléaire pour l'Iran. Et finalement, ça correspond à l'intérêt de tout le monde. Il faut savoir l'esprit, je dirais, de compromis et non pas toujours accusation unilatérale. Ouais, de toute façon, c'est pas un conflit entre Washington et Pyongyang, c'est une préoccupation qui concerne tous les pays, c'est une préoccupation mondiale. Donald Trump avait annoncé que l'Asie était une région vitale pour les intérêts sécuritaires et économiques des États-Unis. Donc, outre son souhait de mettre fin à la crise nucléaire, le président Trump entend renforcer les liens économiques pendant ce voyage. Le commerce, par contre, ce qui est noté, c'est que le commerce bilatéral entre les États-Unis et la Chine était qualifié de sens unique par le président Trump pendant sa campagne. Il avait même promis de s'attaquer avec force de l'excédent commercial chinois, mais jusqu'ici, il a fait preuve de brutance sur ce thème. La Chine reste un grand partenaire commercial pour les États-Unis, avec des coopérations solides. Donc, malgré tout, est-ce que on peut parler d'une concurrence commerciale féroce entre les 2 premières puissances économiques? Je pense qu'il s'agit de plusieurs domaines qu'on doit préciser. Premièrement, sur le critère de calcul. Les États-Unis, disons, accusent que la Chine accumulait tant d'excédents, disons, du commerce. Donc, il est victime d'un certain déficit. Alors que, dans la réalité, on sait que, par exemple, une grande partie d'exportation de la Chine, calculée comme, disons, des dividendes de la Chine, sont finalement, je dirais, les produits
des entreprises internationales, y compris américaines, localisées en Chine. Et finalement, c'est ces entreprises internationales qui sont bénéficiaires. Et je dirais donc c'est la différence de calculer les bénéfices. Et on a souvent négligé le rôle, disons, intermédiaire des entreprises de films internationales. Premier. Et deuxième, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'était surtout insuffisance d'ouverture de marché domestique des États-Unis. Parce qu'ils veulent toujours exporter, ils sont assez fermes, disons, à des présences internationales. Enfin, ils préfèrent toujours imposer, disons, exportation comme les bœufs, les céréales, les soja, etc., etc., que les autres n'ont pas grand intérêt d'acheter. Et en revanche, par exemple, certains pays comme nous veulent acheter certains produits américains qui puissent largement rebénéficier, disons, rebalancer les commerces sino-américains. C'est qu'on a eu l'obstacle politique, d'embargo, de restrictions, etc. Donc moi je pense que, j'espère que nouvelle administration américaine, le président Trump en tête, ne se répète pas simplement certaines raisons non fondées et de repenser, je dirais, la cause, disons, structurale entre l'état actuel du commerce. En tout cas, hier, on a signé toute une série d'accords qui montrent que les domaines de coopération n'étaient plus comme des acheteurs et vendeurs, mais c'est aussi comme investisseurs, opérateurs dans divers domaines, l'aérospatial, cybermonde, je dirais l'infrastructure et après énergie et production. Dans ce domaine-là, il y a un champ, il y a une série de champs de coopération à élargir et à consolider. Et c'est vrai que des responsables économiques ont signé 19 accords de coopération pour une valeur de 9 milliards de dollars. Les accords de mercredi couvrent des domaines comme les sciences de la vie, l'aviation et l'industrie manufacturière intelligente. D'autres accords semblent être dans les cartons puisque le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross a déclaré que de nombreux autres suivront. Donc, selon vous, les craintes américaines au sujet de l'accès au marché chinois, ainsi des politiques économiques discriminatoires chinoises, est-ce que sont-elles justifiées? Je dirais que, par exemple, au moment de l'adhésion de la Chine à, disons, l'Organisation mondiale du commerce, chez nous aussi, il y a une crainte. Finalement, on est, disons, battu, on est mangé, pris par des autres. Il y a un certain courant protectionniste aussi chez nous. Mais après 10 ans, 20 ans, 15 ans d'expérience, on a surmonté cette époque. Plus vous êtes fort, plus vous ouvrez, et plus vous gagnez plus, et mutuellement. Je pense qu'aujourd'hui, pas seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, il y a ce type de courant soutenu par, disons, le populisme, qui se jugent comme des victimes de la mondialisation et se retournent vers une certaine repli sur soi-même en renforçant l'accusation sur, disons, le protectionnisme des autres. Et c'est pas totalement fondé. C'est bien connu, le président américain est un ancien homme d'affaires. C'est aussi la première fois qu'un président américain arrive avec tant d'entreprises au sein de sa délégation officielle. Qu'est-ce que cela nous indique sur les ambitions du président Trump? Là, c'est vraiment, si par exemple, si vous écoutez George Bush, écoutez Obama, c'était quoi? Leadership, number one, etc., etc., une sorte de l'ambition politique et militaire. Le changement, c'était vraiment, avant tout, bien sûr, il y a une certaine continuité dans le maintien de leadership, mais Trump personnellement et son équipe pense probablement mettre plus en relief, souligne, disons, ce facteur économique, notamment par exemple lost job, les travails perdus, etc., sur recréer l'emploi. C'est finalement, c'est que depuis 2008, c'est la crise financière comme signe
montre que dans son ensemble, le système capitaliste actuel ont des problèmes, mais des problèmes, ce n'est pas des passagers, mais c'est surtout de structure. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a un certain renforcement de l'économie effective et dans l'intérêt des États-Unis. Et le vice-ministre chinois des Finances, Zhu Guangyao, a déclaré que la prochaine réunion du président Xi Jinping avec Donald Trump serait un élément important. Cette rencontre établira les bases de futurs liens bilatéraux entre les deux nations. La prochaine visite de Trump en Chine sera historique. Elle indiquera la direction du développement des relations sino-américaines au cours des prochaines décennies. Les deux parties préparent donc soigneusement la rencontre et restent en contact étroit l'un avec l'autre. Il en va de l'intérêt commun de la Chine et des États-Unis de coopérer et à faire preuve de respect mutuel. Zhu Guangyao a indiqué que les deux dirigeants avaient travaillé à une plus grande coopération économique lors de leurs réunions précédentes en mai et en juillet. Les deux parties conviennent que la coopération devrait être élargie dans les domaines des finances, du commerce et de l'investissement. Le vice-ministre chinois a ajouté que cette coopération démontre le respect mutuel, la compréhension et la confiance qui existent entre la Chine et les États-Unis. Il a enfin précisé que la rencontre bénéficierait aux deux nations. Le président américain Donald Trump a débuté sa visite de 3 jours en Chine. Les experts déclarent que cette venue crée une opportunité significative pour permettre aux deux pays de renforcer leur coopération bilatérale. Les deux plus importantes économies au monde et principaux partenaires commerciaux l'un pour l'autre ont leurs propos objectifs à accomplir. Tout de suite, plus de détails. Lors du sommet de Mar-a-Lago en avril dernier, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump ont accéléré les négociations économiques. Tout d'abord un plan d'action de 100 jours qui, parmi d'autres choses, autorise le bœuf américain à être importé en Chine après une interdiction de 14 ans. Et les produits cuisinés chinois à base de poulet pourront être importés aux États-Unis pour la première fois. Puis les responsables gouvernementaux chinois et américains ont, en juillet, lors de leur dialogue économique global, annoncé des progrès sur certains points. Mais quand il s'agit d'une relation économique et commerciale élargie, les États-Unis demandent davantage. Mais cela n'est possible que s'il y a une relation plus juste et équilibrée entre les États-Unis et la Chine. Ce qui implique de fournir un accès pour les entreprises américaines en Chine, tout comme nous accordons un accès aux entreprises chinoises aux États-Unis. Cela signifie répondre aux déséquilibres causés par l'intervention chinoise au sein de son économie, de même que faire face à l'impact des politiques industrielles, agricoles, technologiques et de l'Internet. Le rythme n'est peut-être pas celui voulu par les États-Unis, mais la Chine continue de s'ouvrir. Depuis ce dialogue en juillet, le géant européen de l'aérospatial Airbus a officiellement ouvert un site majeur en Chine et les investisseurs européens investissent dans la ceinture de roue chinoise. En général, l'attitude à l'égard des entreprises étrangères ici, telle qu'indiquée par nos membres, est très positive. Donc le gouvernement a déjà indiqué qu'il ne ménageait aucun effort pour faciliter l'activité de promotion des entreprises étrangères. Donc, en général, les entreprises pensent qu'elles sont bien traitées ici. Lors du 19e congrès du parti, le président Xi s'est de nouveau engagé à approfondir la réforme et l'ouverture. Et lors de sa visite d'État en Chine, le président Donald Trump mettra la pression sur ses hôtes chinois quant à cet engagement. Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, est du voyage, accompagné par de nombreux dirigeants commerciaux américains, en vue de travailler avec la Chine sur divers sujets, allant des véhicules au climat. Le dialogue économique global a pavé la voie pour des accords potentiels allant du gaz naturel à davantage d'accès aux services financiers en Chine. En retour, Beijing aimerait qu'il y ait moins de restrictions sur les exportations de haute technologie américaines vers la Chine, dont les technologies à double usage avec des applications civiles et militaires. Le dialogue économique étendu qui s'est tenu pour la première fois ici à Washington a élevé la relation économique entre la Chine et les États-Unis à de nouveaux niveaux. Et beaucoup espèrent que cela portera ses fruits cette semaine à Beijing. Le président américain Donald Trump a fréquemment accusé la Chine d'avoir volé des emplois aux Américains, mais de nombreuses entreprises chinoises créent des emplois à travers les États-Unis et souvent dans les États qui ont voté pour Donald Trump. Alors comment ces entreprises apportent-elles cette contradiction? La réponse dans notre reportage réalisé au Texas.
Nashville, la capitale de la musique country. Et à une courte distance en voiture, la Chine défie discrètement les perceptions sur les emplois créés et perdus dans l'économie mondiale. American Wonder Porcelain est la première usine de céramique chinoise aux États-Unis à produire 10 000 mètres carrés de carreaux chaque jour. Le client est à la recherche de produits made in USA, qu'il s'agisse d'un client résidentiel ou d'un client commercial. Il recherche tous des produits made in USA. La société apporte des matières premières de Caroline du Nord pour fabriquer des carreaux qui sont peints par cette imprimante numérique avant d'être cuits dans un four italien de 200 mètres de long. Il suffit de regarder la taille de cet endroit. Cela équivaut à une dizaine de terrains de football et si cela semble un peu vide, c'est parce que la technologie permet de fabriquer des carreaux avec environ 10 fois moins de personnel qu'en Chine. Cela aide aussi si vous apportez un vélo au travail. Les coûts de main-d'œuvre pour ce secteur sont plus faibles en Chine, mais la fabrication en sol américain, au lieu d'exporter des produits aussi lourds que des tuiles en Chine, permet de réaliser d'énormes économies et de créer 150 emplois avec 70 autres en recrutement présentement. Et pourtant, Charles admet que ça fait mal d'entendre le président Trump accuser sa Chine natale de voler des emplois. Nous ne volons pas d'emplois. Je veux dire, c'est la mondialisation. Je peux voir d'autres pays, le coût de main-d'œuvre et tout augmente. Alors je pense que c'est un très bon moment pour les États-Unis pour ramener des emplois. Les employés locaux pris dans ce débat sur le protectionnisme ne semblent pas s'en soucier. Joe Dillard travaillait pour Nissan, une entreprise japonaise. Ils l'ont apporté ici pour nous donner un travail. Nous avons le drapeau américain sur nos carreaux. Je suis fier de diriger ça. Nous payons tous nos factures. Nous avons beaucoup d'espoir, vous savez. Ce n'est pas le seul fabricant chinois du Tennessee. À 30 minutes de route, Sinomax a récemment installé sa première usine américaine pour fabriquer des produits en mousse tels que des surmatelas et des oreillers. Le directeur général, Frank Chen, tente également d'éviter les sujets politiques en visant à ajouter 150 employés supplémentaires aux 200 déjà engagés. Nous venons ici pour créer des emplois. Nous ne voulons pas d'emplois. Regardez les employés. Ils sont tous des Américains. Un sentiment partagé dans l'atelier où le géant Whirlpool entreposait autrefois des marchandises avant de déménager au Mexique. Un autre point chaud dans le débat sur le protectionnisme. La Chine emploie des gens au Tennessee, ce qui signifie qu'ils emploient des Américains. De retour chez American Wonder Porcelain, une expansion est en cours. Cette voie ferrée aidera l'entreprise à transporter des matériaux et des produits d'un océan à l'autre. Et si les relations commerciales sino-américaines peuvent être parfois tendues, cette société préfère se concentrer sur les opportunités commerciales. C'est vrai que depuis des décennies, la Chine et les États-Unis ont toujours tenu de coopération solide dans des domaines stratégiques. On a bien vu que la Chine a aussi fait un effort pour créer des emplois aux États-Unis. Mais par contre, depuis l'arrivée de Donald Trump, surtout avec sa rhétorique pendant sa campagne, il voulait augmenter la taxe des produits d'exportation chinoise vers les États-Unis jusqu'à 45%. Et il veut même délocaliser la grande entreprise Apple aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense probablement les victimes seraient finalement tombées sur les entreprises et les consommateurs américains eux-mêmes. Aujourd'hui, par exemple, on doit peut-être penser, est-ce que finalement, c'est que l'économie virtuelle, une certaine spéculation monétaire et un système de redistribution de la fortune aux États-Unis sont vraiment, disons, en panne? Ce qui a créé plus aujourd'hui de questions, c'est-à-dire la cause profonde, c'est plutôt sur la structure et l'organisation de la société aux Américains que, disons, accuser les entreprises, disons, soit américaines ou chinoises. Et donc, vous pensez qu'il n'y aura pas une concurrence, comme on dit tout à l'heure, une concurrence commerciale féroce entre la Chine et les États-Unis? Oui, la concurrence, c'était plutôt, c'est une version plutôt, disons, classique. On fabrique domestiquement, uniquement vers l'exportation. Alors aujourd'hui, la situation a beaucoup changé. D'une part, c'est que les entreprises
s'invertissent mutuellement, et d'autre part, le marché proprement dit, domestique, disons, américaine ou chinois, constitue une attraction formidable. Et ce n'est plus, disons, une certaine bannière tarif classique qui puisse, disons, empêcher ce type d'importation et exportation. Je pense que c'est bien vrai dit, c'est que les États-Unis et la Chine à peu près mutuellement des partenaires commerciaux les plus importants, soit numéro 1, soit numéro 2. Là, donc, il y a l'intérêt, disons, fusionné, connecté. C'est là qu'on doit trouver d'autres façons et ce n'est plus le jeu, disons, exclusion, alors interdiction, limitation, les quotas classiquement. Par exemple, aujourd'hui, comme on a vu le reportage, il y a pas mal d'entreprises chinoises qui ont plus de succursales aux États-Unis, qui a créé jusqu'à maintenant environ moins de 200 000 postes de travail. Mais moi, je connais un patron qui critique les États-Unis, quoi, c'est-à-dire la productivité américaine sont moins forts que les Allemands. Une certaine structure, disons notamment le transport, pas si efficace comme chez nous. Et enfin, il y a aussi la question sécuritaire. Disons, l'ordre social et sécuritaire n'est pas très idéal. Et que pour faciliter ça, ce n'est plus des accusations sur l'autre, mais plus des améliorations eux-mêmes pour les États-Unis. Merci Monsieur Xu. Et la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump aura lieu au Grand Palais du Peuple à Pékin. Allons-y tout de suite sur place. On voit que la rencontre va bientôt commencer. Cela dit, M. Trump est le premier chef d'État étranger à effectuer une visite en Chine depuis le 19e Congrès national du Parti communiste chinois en octobre. Monsieur Xu, en quoi les directions définies durant ce congrès peuvent faciliter une coopération plus étroite et efficace entre les deux pays? Il faut dire que chez nous, je dirais, bien sûr, il y a 19e congrès, mais finalement, c'est pour l'équipe Xi Jinping, c'est la continuité. Déjà 18e congrès, 19e, c'est la continuité, consolidation, une certaine réaffirmation. Tandis que pour Trump, c'est un nouveau premier mandat. Donc, ça reste beaucoup de dossiers pas très, je dirais, bien fixés. Et il y a des oscillations. C'est sur ce point-là que les deux plus importantes puissances économiques ont repris le dialogue. Je dirais que tout à l'heure, est-ce qu'on dit ce serait une opportunité historique. Je n'ai pas trop loin, je pense que la chance reste là. Au moins, c'est un début, disons, idéal. C'est un début, disons, c'est un bon signe dans le début entre la nouvelle administration américaine et l'équipe chinoise. C'est vrai, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'ère entre Xi Jinping et Obama, c'était le deuxième mandat d'Obama, mais le premier mandat de Xi Jinping. Et cette fois, il y a aussi certaines hauts et bas. Voilà, et cette fois, c'est le deuxième mandat de M. Xi et le premier mandat de Trump. En plus, sa candidature était assez surprenante pour le monde entier. C'est-à-dire un peu sur la légitimité de chacun. Je pense qu'on le voit clairement. L'un c'est un peu solide, l'autre qui est plutôt dans une position de menteur. C'est vrai que, en plus, un grand sujet pendant le 19e congrès national du PCC, c'était l'ouverture vers l'extérieur. Donc ça concerne beaucoup les États-Unis aussi, comme c'est notre grand partenaire commercial. Si vous voulez, je pense que quand on pense le 16e, 17e congrès, la Chine montre surtout continuation dans l'ouverture. On va recevoir, on va ouvrir la porte. Mais aujourd'hui, depuis le 18e et 19e, c'est-à-dire on va sortir, on va se de plus en plus internationaliser. Il y a tout de même un changement ou disons adaptation de statut international de la Chine. Oui, comme vous avez dit, il faut les efforts des deux côtés pour que le commerce entre nous deux, pour que ce soit une coopération gagnant-gagnante. Efficace, oui.
Nous allons bientôt suivre la rencontre du président chinois Xi Jinping et le monsieur Donald Trump. Ce sera lieu au Grand Palais du Peuple à Beijing. Ce matin, il a été reçu pour une cérémonie d'accueil très chaleureuse, d'ailleurs extraordinaire. Et hier, il a visité la ville capitale chinoise avec beaucoup d'arrangements spéciaux pour lui et sa famille. Donc ça montre déjà la volonté de la part de la Chine de bien travailler ensemble avec les États-Unis. Moi, je pense que le plus important, c'est peut-être le moment qui venait de passer. C'est-à-dire, avant cette rencontre entre les deux générations, délégation, disons, au plaid, c'est un peu le contact ou la négociation, disons, à des personnes, à des nombres très très limités, tête à tête, qui venait de passer. Là, ce serait, je dirais, plus vital ou important pour les relations bilatérales. Cette rencontre est observée par le monde entier. On a beaucoup parlé de l'attente de la part de M. Trump vis-à-vis de la Chine, mais qu'est-ce qu'on attend de la part des États-Unis, de la part de notre pays? Nous pensons que, par exemple, qu'on les voit, par exemple, il y a plusieurs dossiers. D'une part, je dirais, sur les relations bilatérales, entrecroisement les intérêts, trouver d'autres moyens de mieux saisir l'opportunité historique, si vous voulez. Sur le dossier, disons plutôt régional, je pense qu'on voit il y a certains litiges d'opposition, mais moins de conflits. Je dirais que sur la gouvernance mondiale, on sait qu'aujourd'hui, il y a une certaine tendance d'égariste ou de repli sur le même que, par exemple, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui critiquent ou au moins s'expriment insatisfaction la position de Washington. Ce qui, en même temps, disons finalement, c'est une mise en relief et va pousser aussi cette position de la Chine jouer dans la gouvernance mondiale. Et que ce que nous souhaitons, par exemple, les Américains pratiquent aussi des réformes, des réajustements et de l'ouverture, disons, de son économie, de son marché intérieur et abandonner certaines, disons, pensées issues de la guerre froide, un peu désuètes, dépassées. Et enfin, je pense par exemple, on le sait, les Américains, surtout sous Obama, ont certaines réserves vis-à-vis de notre proposition. Trump commence à écouter, c'est-à-dire non-confrontation, non de guerre. Chacun a son système politique différent, mais essayer de trouver, je dirais, le sens de compromis. Finalement, c'est de chercher tout ce qui est commun sur la base de diversité. Je pense que dans ce domaine-là, c'est une tâche très très longue, mais on souhaite qu'aujourd'hui, au moment historique de l'émergence de la Chine, ait une certaine, je ne dis pas déclin, mais au moins une certaine, je dirais, de relativisme, décadence de l'Occident. C'est que les pays, disons, les pays occidentaux, en tête les États-Unis, puissent mieux accepter notre philosophie culturelle. En fait, c'est pas la première fois que les deux dirigeants se rencontrent. Oui. Leur première rencontre était en avril dernier aux États-Unis. C'est le président chinois Xi Jinping était reçu par le président Trump chez lui dans son complexe hôtelier de Mar-a-Lago. Et depuis, les deux dirigeants s'entretiennent régulièrement et semblent afficher une volonté commune de renforcer les liens bilatéraux. C'est-à-dire qu'il y a un bon début. Je pense par exemple, quand on pense par exemple les relations sino-américaines, commencé par la visite de Nixon, au début il n'y a pas de contact, négociation officielle, tout le monde sont sérieux. Et alors qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, il y a beaucoup d'opportunités. Vous voyez par exemple, d'abord c'est une sorte de visite dans son domaine, et après le J20 en Allemagne, ça crée l'opportunité. Comme c'est même les dirigeants, disons, ont beaucoup plus de fréquence de se contacter, de se mieux connaître. Ça, c'est, disons, un des résultats positifs de la mondialisation et de l'institutionnalisation du système. Dans ce cas-là, oui, je pense que les États-Unis et, disons, et la Chine auraient, disons, beaucoup d'opportunités
de saisir cette chance de faire plus de progression dans la coopération. Là, c'est tout de même, quand on passe par exemple 30 ans avant, un peu à la fin de la guerre froide, c'est totalement de l'époque et de règles. C'est vrai que c'est que par des visites fréquentes et plus de communication, on peut avoir une plus grande compréhension d'harmonie. Ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. On sait par exemple sur la mer de la Chine du Sud, etc. Sur le dossier de Taïwan, les Américains ne restent pas, disons, dans une position qui est, disons, raisonnable, je dirais. Mais tout de même, il y a plus de contacts pour faciliter, je dirais, réduire une certaine jugement fausse, éviter, disons, escalade. Eh ben, on peut remarquer le style des deux dirigeants. Il y a un point commun, c'est qu'ils sont tous très actifs dans la diplomatie vers les autres pays. Un peu de différence. Oui, par exemple, Trump est très fort en communicateur, mais sur certains dossiers internationaux, on pense de l'accord de changement climatique, on pense, disons, cotisation pour UNESCO. On pense sur certains rôles souhaités des Nations Unies. Trump était plutôt dans l'autre côté. Mais bien sûr, il est fort en communication, tandis que la Chine, aujourd'hui, prenne plutôt le devant sur la scène internationale comme le partisan, je dirais, du libre commerce. Un supporter pour que les Nations Unies jouent un rôle plus important. Et bien sûr, sur certaines, je dirais, le rôle pionnier dans l'utilisation de nouvelles énergies propres, de réduction des émissions de fer, je dirais, changement climatique. Là, c'est plutôt plus engagiste que les États-Unis, différent. Merci, Monsieur Xu. Et la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump va bientôt commencer au Grand Palais du Peuple à Beijing. Allons-y tout de suite sur place. Maintenant, nous sommes dans la salle est du Grand Palais du Peuple. Président chinois Xi Jinping et président américain Donald Trump vont participer à une réunion à grande échelle. Et nous allons retransmettre en direct les discours d'introduction des deux présidents. Monsieur le Président, maintenant nous pouvons commencer la réunion. C'est un plaisir pour moi d'effectuer cet entretien à grande échelle avec le président Donald Trump. Au nom du gouvernement et du peuple chinois, je tiens à souhaiter encore une fois chaleureuse bienvenue à président Trump pour cette visite d'État. Depuis hier après-midi jusqu'à maintenant, nous avons échangé des points de vue sur les questions d'intérêt commun entre la Chine et les États-Unis. Nous avons déjà dégagé beaucoup de consensus. Les relations sino-américaines concernent le bien-être et les bien-être du peuple chinois et américain, qui concernent également la paix, la prospérité et la stabilité du monde. Pour la Chine et pour les États-Unis, la coopération, c'est la seule option correcte que nous devons faire et nous devons poursuivre le gagnant-gagnant. Nous pensons que depuis le début de cette année, nous avons constaté un progrès important dans les relations sino-américaines. Et nous allons continuer à faire jouer le rôle des chefs d'État dans la définition de futures orientations des relations sino-américaines. Et nous allons continuer à valoriser les rôles des 4 mécanismes d'échange de haut niveau et en même temps élargir les coopérations et les échanges en matière de commerce, de l'application de la loi et de la défense. Et nous allons renforcer notre communication et coordination sur des dossiers
Afghanistan et des autres dossiers. Maintenant, nous sommes devant un nouveau point de départ dans les relations sino-américaines. La Chine est prête de travailler ensemble avec les Américains pour travailler sur la base de égalité, de réciprocité, pour augmenter le sentiment de satisfaction au peuple des deux pays et au peuple des autres pays du monde. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de vous remercier pour votre accueil. Et nous avons déjà discuté des sujets d'importance majeure dans les relations sino-américaines. Notre pays, avec les autres pays, nous sommes capables de trouver les solutions aux questions mondiales. Hier soir, nous avons effectué un entretien. C'était très bien. Nous avons pris un dîner qui a dépassé notre attente. Il s'agit d'un dîner qui a duré plus de 2 heures et nous avons partagé ensemble avec grande gaieté chaque minute. Et mon épouse était aussi très contente. Les relations sino-américaines sont des relations, des grandes relations. Pendant cette matinée, nous avons procédé aux entretiens de grande qualité. Nous avons apporté au sujet de dossiers nucléaires de RPTC et nous avons parlé également des sujets concernant les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis qui vont modifier sa politique parce que nos politiques ne correspondent pas maintenant aux besoins des relations commerciales. Vous représentez la Chine. Tandis qu'il y avait des phénomènes de perte de contrôle de nos relations. Et je pense que nous avons une affinité prédestinée et je pense que vous et moi, nous pouvons faire quelque chose de grande importance pour améliorer les relations sino-américaines. Je renouvelle mes remerciements pour votre accueil par la carte d'honneur, admiré par les peuples du monde entier. J'ai déjà reçu des coups de téléphone de différents pays. Ils ont admiré ensemble cette cérémonie d'accueil. Je vous remercie pour votre accueil. J'espère que dans le futur, nous pouvons trouver davantage de succès et de bonnes solutions aux problèmes mondiaux sur la sécurité, sur les menaces dangereuses. Je vous remercie encore une fois pour votre accueil chaleureux. Je vous remercie. CGTN vous présente un programme spécial pour la rencontre des dirigeants des plus grands pays du monde. La visite de Donald Trump en Chine fait suite à celle de Xi Jinping aux États-Unis. Donald Trump effectue son premier voyage présidentiel en Chine. Sur la table, des accords commerciaux, la sécurité régionale et la gouvernance mondiale. Notre équipe de reporters internationaux et analystes vous feront vivre toutes les facettes de cet événement. Restez avec nous sur CGTN et goûtez la différence. Vous suivez en direct l'émission spéciale sur CGTN français. Le président américain Donald Trump est arrivé hier à Beijing pour sa première visite d'État en Chine. Tout à l'heure, c'était la rencontre des deux présidents. Qu'est-ce que vous en retirez de leur discussion? Bien sûr, que chacun donnait un résumé assez court. Il faut peut-être attendre une sorte de communiqué qui nous donne plus de détails. Mais au moins, quand on voit l'image de Xi Jinping, c'est détendu. Tandis que le visage de Trump paraît plus sérieux. Voilà, c'est l'impression. Mais il ne cesse de dire félicitations, je pense qu'au moins que dans
négociations, dans le pourparler tête à tête, on a au moins, peut-être la différence existe, mais on a tout de même fait certaines progressions assez remarquables, surtout quand on écoutait le discours de Xi Jinping, résumait toute une série sur, disons, les 4 dialogues de top niveau, sur la continuité de certains arrangements. Il nous paraît que finalement, je pense que les relations sino-américaines ont tout de même, dans les premières années de l'administration Trump et les premiers, je dirais, de visites d'État après dîner concret, les relations bilatérales ont tout de même franchi certains pas importants. Après le premier mandat de M. Xi Jinping, on connaît très bien le style de la diplomatie de la Chine. Pensez-vous que les caractères d'homme d'affaires, enfin ces particularités du style Trump, sera un point favorable pour les relations sino-américaines ou pas? Au moins, je pense sur certains dossiers, si par exemple ces dossiers ont souvent les victimes ou sous les contraintes de certains préjugés idéologiques ou des idées un peu dépassées. Et bien sûr, une attitude pragmatisme facilite surmonter, je dirais, ce type d'obstacles. Je pense par exemple sur les commerces bilatéraux, sur une certaine, je dirais, pour le moment, par exemple, une vision un peu géopolitique classique dans le dossier, disons, de la mer de la Chine du Sud. Et aussi, je pense que sur la facilitation de l'unification pacifique de Taïwan avec le continent, les Américains pourraient tout de même prendre certaines, je dirais, de mesures favorables pour ces grandes causes. Tout à l'heure, vous avez dit que M. le Président Trump avait l'air beaucoup plus sérieux. Oui. Je pense que c'est parce que aussi son objectif de ce voyage était plutôt clair, c'est de régler, c'est de mettre fin à la crise nucléaire avec la RBDC, mais ça avère très compliqué à accomplir. Je pense qu'au moins peut-être les gens s'écoutent mutuellement, peut-être s'entendent pas totalement. Ça fait déjà un certain progrès. Comme je le répète, aujourd'hui, quand la Chine a proposé double canaux, d'une part, c'est bien sûr une certaine latitude internationale d'avertissement, d'arrêter le programme, de pratiquer certaines, je dirais, de sanctions ou de limites, toujours dans le cadre de résolution de l'ONU. En même temps, je pense que les États-Unis et la Corée du Sud doivent prendre aussi certaines mesures de retenue et non pas faciliter l'escalade. Et là, ça crée un certain dilemme pour les deux parties. Chacun s'estime que sa sécurité est menacée. Donc prend toujours des mesures et finalement escalade et que la crise ne se résout pas. Et ce n'est pas une bonne voie. Je pense que quand on pense qu'il faut faire en même temps arrêter le programme nucléaire de la Corée du Nord, mais aussi essayer d'établir un système de sécurité collective pour ce pays. Sinon, sur le plan commercial entre la Chine et les États-Unis, on a encore beaucoup de potentiel dans beaucoup de domaines. J'attends par exemple maintenant, on dit par exemple 9 milliards, mais il faut voir, simplement comme à certains moments, c'est des achats vendus ou peut-être c'était surtout localisation, implantation, créer de l'emploi et surtout certaines, je veux dire, recherche, développement, exploitation conjointe. Là, je pense que quand on pense la dimension et le marché international et le raisonnement, ce serait la meilleure façon pour, disons, gagnant-gagnant, la logique de gagnant-gagnant pour les deux pays. Les relations sino-américaines sont entrées dans une nouvelle ère avec les deux dirigeants. Et à votre avis, quels seront les plus grands défis à relever dans les relations entre ces deux puissances dans le monde? Pour le moment, je pense par exemple, en Occident, on prend toujours exemple d'une certaine succession d'hégémonie. Tandis que pour nous, nous proposons plutôt
la communauté de destin commun et la responsabilité particulière pour des grands pays, tout en évitant, ou disons, surpasser cette logique de confrontation et de concurrence. Donc c'est la logique, je dirais, différente. Aujourd'hui, je pense, si on vit la tendance, d'une part, disons, l'Europe, la position, le poids de l'Europe, de l'Occident dans son ensemble, se relativise. Et il y a, en même temps, dans le Sud, émergence prenne plus de place. Là, il faut que des anciens, je dirais, des anciens dominateurs ont la conscience et fait des corrections et adaptations. Dans ce cas-là, oui, je pense que c'est quelque chose sans précédent dans l'histoire concernant cette relation sino-américaine. Et il n'y a pas d'expérience du passé qu'on peut s'appuyer, qu'on peut faire de référence. Essayons de créer une autre voie, non-confrontation, et de créer plus d'opportunités pour l'humanité, pour le reste de l'humanité. Merci, Monsieur Xu. Et les États-Unis et la Chine sont les deux plus grandes économies. Ils sont obligés de s'entendre. L'équilibre et le type de relations qu'ils établiront conditionneront la stabilité mondiale. Donc, pour l'intérêt de tous, les relations entre les deux pays et les communications entre les deux peuples doivent s'améliorer. Après la Chine, le président américain se rendra au Vietnam pour participer au sommet de l'APEC et ensuite au sommet de l'ASEAN à Manille, aux Philippines. C'était l'émission spéciale sur la visite d'État de Donald Trump en Chine. Merci de nous avoir suivis. Merci Monsieur Xu pour votre partage et à très bientôt sur CGTN Français.